Ice Saute, c'est amusant, exaltant, joyeux. Viens faire un saut et déballe une journée d'anniversaire à couper le souffle. Ice Saute, bien plus qu'un simple parc de trampoline. Nous sommes le vendredi 9 mai. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi 9 mai, je vais retrouver plus tard à l'émission ma collègue Julie-Jasmine Boudreau. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, elle et moi. Quelques vendredis que j'ai manqué au cours des dernières semaines, donc content de la retrouver un peu plus tard à l'émission. Évidemment, ce qui retient l'attention encore ce matin, c'est que nous avons un nouveau pape. Donc, on a entendu hier à 12h08, heure avancée de l'Est, 18h08, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, heure de Rome. Habemus Papam. Donc, nous avons un pape, la fumée blanche. Vous avez certainement vu ces images spectaculaires de la place Saint-Pierre bondée, ces cris de la foule également. Vincent Maisonneuve est avec nous. On va en parler, bien sûr, ce matin. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. Parce que, on a évidemment, je pense que ça a peut-être été une surprise pour plusieurs. Il n'était pas de mémoire dans le top 3 ou top 5, disons, des candidats que l'on voyait être nommés pape. Quoi qu'on a eu déjà des surprises, évidemment, dans ces nominations, dans cette élection. Et on apprend donc à le connaître davantage. Et donc, il y aura une première messe qu'il va célébrer, d'ailleurs, à la Chapelle Sixtine un peu plus tard. Je pense que c'est déjà c'est sur le point de commencer. Oui, c'est sur le point de commencer. Une messe plutôt intime avec les cardinaux. Là, on est loin d'une grande cérémonie là, avec des centaines et des milliers de fidèles. Oui, ce premier Américain, ce premier pape né aux États-Unis. Par contre, moi, ce que je retiens de son discours, c'est qu'il a parlé en latin, en italien et en espagnol. Il n'a pas parlé en anglais, donc peut-être une façon de montrer qu'il est plus qu'un Américain qui atteint le Saint-Siège, le rôle de pape. Il a vécu, travaillé aussi en Amérique du Sud, donc quelqu'un qui maîtrise effectivement plusieurs langues. On aura l'occasion de vous le faire entendre et de revenir un peu sur son parcours, sur qui il est plus tard à l'émission. Le temps de me tourner vers Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Pour faire un petit tour de la météo. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est encore frais ce matin. Oui. On a comme l'impression d'être, je sais pas, quelque part au mois d'avril, le mi-avril ou même début avril. Oui, tout à fait. Des températures de début de printemps avec ça varie entre 5 et 7 degrés là, sur le sud du Québec ce matin. Donc, c'est pas très élevé. Ça va pas monter beaucoup aujourd'hui. 8 à 10 degrés seulement. 13 à 16 samedi, 16 à 18 dimanche. Et là, on s'emballe pour la semaine prochaine. Bon. Ceux qui aiment la chaleur, un avant-goût de l'été, des températures qui atteindront 24 degrés lundi, 26-28 au cours de la semaine prochaine. Donc, une semaine là, vraiment de lundi à vendredi où les températures seront plus élevées. Par la suite, ça va redescendre un peu, 18-22 degrés. OK, mais pas de 5-6, là. Non. Donc, ça va être derrière nous, là. Exactement. Donc là, on y va avec encore un soupçon de fraîcheur aujourd'hui. Faible pluie aussi, là, qui commencera tranquillement ce matin. Donc, une petite pluie, c'est pas continu, intermittent comme ça, mais ça va traîner une bonne partie de la journée avec des vents du nord-est. Pluvieux encore ce soir, 7-9 degrés. Samedi matin, il fait pas beau, donc si vous avez des trucs à l'intérieur, samedi, première partie de journée, là, c'est encore un peu arrosé, très nuageux. Et en après-midi, amélioration, le soleil va sortir là-dedans. L'Estrie, Québec, ça va se faire assez tard samedi après-midi, mais je dirais Montréal, Laurentides, Lanaudière, Outaouais, un petit peu plus tôt. Donc, samedi, fin de journée, on retrouve le beau temps. Très beau dimanche, ça se passe sous le soleil, pas d'embûches. Les températures de 16 à 18, on a quelque chose de confortable là. Du côté de l'Abitibi, beau temps aujourd'hui. Ce sera agréable pas mal tout le week-end également. 16, c'est le maximum aujourd'hui. 7 à 11 degrés pour l'Est du Québec. Sous les nuages, la pluie commence ce soir. La meilleure des deux journées sera celle de dimanche en fin de semaine. Pour ce qui est de la Gaspésie, la Côte-Nord, c'est pas mal aujourd'hui. Ça s'ennuage ce soir. Ce sera pluvieux samedi et on aura une belle journée pour dimanche. En ce qui a trait au territoire ontarien, c'est variable dans l'ensemble. Nuageux
du côté d'Ottawa. Ça se dégagera demain après-midi. Et l'Ouest, on maintient la tendance. Température très, très élevée. 22 aujourd'hui à Regina, mais c'est du 30-32 cette fin de semaine. 19 à Winnipeg, un ciel qui se dégage. 25-30 aussi au cours de la fin de semaine. Un petit peu plus modeste du côté de l'Alberta, sous un ciel variable aujourd'hui. Et 15 à 18 à Vancouver, sous les averses. Merci, Véronique. Bonne journée, bonne fin de semaine. Olivier Pellerin est là pour parler de sport. Commençons par le hockey. Bonjour Olivier. Bonjour. C'est Leon Draisaitl qui donc a offert ce but gagnant aux Oilers d'Edmonton dans leur deuxième match face aux Golden Knights. Son 5e des séries éliminatoires qui est arrivé au bon moment en prolongation pour donner cette victoire de 5-4 aux Oilers d'Edmonton qui s'offre un avance confortable de 2-0 dans cette série face aux Golden Knights. Ce qui est intéressant pour les Oilers aussi, c'est qu'on est allé chercher ces 2 victoires sur la route, donc à Vegas, pour aller donner le ton à cette série. Effectivement, ça a été une très bonne deuxième période où les Oilers d'Edmonton avaient marqué 3 buts pour s'offrir une avance confortable et ça s'est effrité au cours de cette fin de deuxième période et même troisième période. Et donc, voilà les Oilers en avant. Bon début de série pour eux face à Vegas. Hier, il y avait aussi les Capitals de Washington qui tentaient d'aller chercher un premier match face aux Hurricanes de la Caroline. Ça a été chose faite, victoire de 3-1, donc c'est à égalité 1-1 dans cette série. Puis ce soir, on retrouvera les Maple Leafs de Toronto face aux Panthers. Les Maple Leafs qui ont les devants 2-0 et qui pourraient, advenant une victoire, peut-être menacés d'un balayage, les Panthers dans cette série, et les Jets, eux, qui tenteront d'aller remporter un premier match face aux Stars de Dallas. Maintenant, dans le hockey féminin, c'était le premier match de la victoire de Montréal et c'est la charge d'Ottawa qui a eu le dessus. Oui, je dirais pas que ça a été la lourde du match. Par contre, la victoire de Montréal s'est quand même bien défendue sur sa patinoire hier. Elles ont profité, entre autres, d'avantages numériques au cours de cette rencontre pour marquer leurs 2 buts, mais ont été battues 3-2 par la charge d'Ottawa. La charge qui, en fin de match, y est allée d'un échec avant assez soutenu, et celle qui a marqué le but de la victoire, c'est Shiane Darkangelo en troisième période. Et donc, un but qui a pris un peu l'attaque ou la défense à contre-pied. Tout le monde a été aspiré vers la rondelle qui était autour du filet. Puis on a oublié de regarder derrière et le but a été marqué de cette façon. Donc, première défaite pour la victoire de Montréal. On était à la maison, à la Place Belle, mais quand même, il y avait beaucoup d'énergie à la Place Belle hier. Et puis... Voilà, elle demeure quand même assez positive. Là, ils ont terminé la saison au premier rang. La seule chose, par contre, c'est qu'au cours de cette saison, la victoire de Montréal avait remporté 4 matchs sur 6 face à la charge d'Ottawa. Le problème, c'est que les 2 derniers de la saison, ainsi que ce premier match des séries éliminatoires, des défaites, a été perdu. Donc, une séquence de 3 défaites consécutives contre l'équipe. Il faudra trouver peut-être un moyen là, de relancer tout ça avec peut-être un bon mot d'ordre dans le vestiaire, d'essayer d'oublier un peu cette mentalité là, que le Canadien avait, d'oublier les défaites et de pouvoir continuer à produire, parce qu'hier, effectivement, il y a eu de très bonnes choses au cours de ce match. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, on va revenir sur l'élection de ce pape, élection historique à la tête de l'Église catholique. Pour la première fois, un Nord-Américain est élu pape. Robert Francis Prévost, donc d'origine américaine, né aux États-Unis, a pris le nom, lui, de Léon XIV. Vincent, donc, il a été choisi rapidement quand même au 2e jour du conclave après 4 tours de vote. Oui, un tour de moins que pour l'élection du pape François. Et peu importe là, nos croyances, je regardais les images hier, il y avait quelque chose de très spécial, la place Saint-Pierre, la fumée blanche, les gens qui se précipitent pour voir qui sera le nouveau pape, le coucher de soleil qui descend derrière la basilique et l'arrivée de ce nouveau pape sur place. Et on constate à quel point les gens qui étaient là ont vécu un moment de l'histoire très particulier. C'est magique, surtout dans notre confession, d'être là comme ça, on en a l'âge des larmes. On en tremble, on disait tous qu'on en tremblait, qu'on le vit qu'une fois dans sa vie en fait. Il s'agit d'un Américain qui est originaire de Chicago, donc une première dans l'histoire de l'Église catholique. Et comme cardinal, il ne s'est jamais gêné pour rappeler à l'ordre les têtes dirigeantes, notamment de l'administration Trump aux États-Unis, sur les médias sociaux. Je vous donne un exemple. Il a écrit récemment que J.D. Vance, le vice-président, avait tort de dire que l'amour du Christ pouvait varier, pouvait être hiérarchisé en fonction des individus. Façon de rappeler que la vie d'un migrant, par exemple, n'a pas de moindre valeur que celle d'un Américain.
Et donc, Léon XIV devrait suivre la voie de son prédécesseur, le pape François. Avec, semble-t-il, une meilleure qualité de gestionnaire, mais il est clairement dans la continuité. On va écouter les réactions de membres du clergé au Québec. D'abord, Monseigneur Martin Laliberté, président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, suivi de Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Dans la lignée de Léon XIII, qui est le grand pape de l'enseignement social de l'Église. Alors, ça nous dit sa préoccupation pour les petits, pour les pauvres, et son histoire comme missionnaire au Pérou, à Chiclayo. Chiclayo, c'est pas Lima, là. C'est pas New York, c'est pas Chicago, c'est pas Rome. C'est un petit diocèse. Et je l'espère, même s'il ne l'a pas mentionné, qu'il poursuivra le chemin de François sur l'ouverture aux femmes, à la place des femmes et au rôle des femmes dans l'Église. Et je vous laisse avec le conseil qu'offre notre sœur Angèle au nouveau chef de l'Église catholique. Son grand défi, c'est d'atteindre les cœurs d'hommes et de femmes dans la société. C'est ça. C'est ça que c'est très important. Si vous souhaitez en savoir un peu plus là, sur la direction que Léon XIV entend donner à l'Église, son discours de dimanche devrait donner une bonne indication de ce qu'il entend faire. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Je me tourne maintenant vers Marie-Jeanne Dubreuil dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Alors, Vincent vient de nous en donner un aperçu, mais si vous avez envie d'en apprendre davantage, de lire plusieurs réactions, il y a juste à regarder et à lire les journaux de ce matin. Les unes, c'est évidemment cette élection du pape qui retient l'attention. Ben oui, par où commencer, hein, Mathieu? Oui. Si vous ne savez pas de quoi a l'air Léon XIV alias Robert Prévost, ben vous n'aurez qu'à prendre un journal ou à ouvrir un site de nouvelles ce matin et hop, le problème va être réglé. Le nouveau pape, premier souverain pontife originaire des États-Unis, vous l'avez mentionné, est en vedette un peu partout et est somme toute bien accueilli. Le National Post nous rappelle que l'homme d'église originaire de Chicago coche toutes les cases avec une vocation pastorale, donc un bon berger, là, pour reprendre la métaphore chrétienne de l'expérience de gestion et de la vision. Le Post nous dit aussi qu'il sort directement du playbook, là, donc du livret de stratégie, là, en bon français, de François Ier, qui le surveillait depuis plusieurs années, lui avait donné des mandats dans le passé également. On nous rappelle que le dernier pape, à s'appeler Léon XIII, vous aurez compris, était un protecteur des travailleurs, donc qu'on peut s'attendre à un pape un peu dans la même lignée. Il y a toujours un choix stratégique derrière le nom d'un pape. Et le Toronto Star nous dit que ça pourrait être à l'avantage de Mark Carney là, de participer, là, de se rendre à l'instauration, à l'assermentation du nouveau pape, que ça pourrait être une belle occasion pour lui de tisser des liens avec le pape. Cela dit, la presse nous rappelle que bien que le nouveau Léon XIV soit très critique de l'administration Trump, comme vous l'avez mentionné, qu'il a une sensibilité pour la cause des migrants, de l'immigration, mais il est un peu moins pour la cause LGBTQ+. Donc, on risque de suivre ça attentivement dans les prochaines années. Donc, effectivement, c'est en une un peu partout. Il y a d'autres choses quand même qui se sont passées hier, notamment cet accord entre les États-Unis, accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Oui, on vous en parlait hier à grande pompe et ça s'est effacé avec l'annonce du pape. Là, c'est ce qu'on appelle une bonne vieille éclipse médiatique. Et donc, cet accord qui s'apparente toutefois davantage à un accord de principe, les détails finaux vont être mis au point dans les prochaines semaines, nous dit-on. C'est un accord commercial qui va éliminer certains droits de douane entre les deux pays, mais va maintenir une taxe de 10 % sur la plupart des exportations britanniques. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont conclu un accord commercial là, restreint. Donc, on parle des importations américaines de voitures, d'acier, d'aluminium britannique. Mais bon, laisse le Royaume-Uni avec ses droits de douane-là. Il y a un compte-rendu notamment du côté du Devoir et dans le Financial Post. Et d'ailleurs, parlant de tarifs, il y a 2 articles du Devoir qui pourraient vous intéresser. Là. D'abord, la Banque du Canada qui a fait le point sur la situation économique du pays. Hier, on nous parle d'un marché financier résilient au Canada, mais pas invulnérable. Et on nous dit que si le conflit tarifaire se prolonge, il va faire mal aux Canadiens, aux entreprises et au secteur financier. Et bon, on nous parle beaucoup là, de tarifs douaniers, donc de se tourner vers d'autres marchés. Il y a un article en une du Devoir ce matin sur des entreprises qui se sont tournées vers l'Europe, un marché qui est accessible, mais quand même difficile. La plupart qui vont réussir, nous dit-on dans cet article, ce sont des entreprises qui avaient déjà des liens à l'international, donc c'est à lire du côté du Devoir. Ouais, plusieurs entrepreneurs le disaient, c'est pas nécessairement si simple que de se tourner et de développer un nouveau marché avec cette guerre tarifaire aux États-Unis. Puis, concluons avec ce mode de rémunération des médecins, ce dépôt du projet de loi
pour revoir ce mode de rémunération qui fait, sans surprise, réagir. Oui, en plus d'être payés à l'acte, les médecins vont aussi être payés à l'heure en fonction des patients suivis. Et ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a un rapport d'un comité rendu public hier qui établit qu'il faut davantage de travailleurs de première ligne pour aider les urgences. Et d'ailleurs, on lit dans le Journal de Montréal ce matin que des urgences de la Montérégie sont tellement débordées que des paramédics sont forcés de rester pendant des heures au chevet des patients pendant que d'autres malades s'empilent dans les corridors. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne fin de semaine. Bonne journée, bonne fin de semaine. C'est l'heure de retrouver ma collègue Julie-Jasmine Boudreau à la Culture à cette heure-ci. Bonjour, Julie-Jasmine. Mathieu, c'est vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On dirait qu'il y a eu quelques vendredis, j'ai dû m'absenter, entre autres pour l'émission La soirée électorale et des journées de congé aussi, probablement, dans tout ça. Je suis très content de vous retrouver. On va parler du cinéma et du réalisateur Jan Englund, oui. Un film qui prend l'affiche ces jours-ci, un film qui s'appelle Fanny. Exact. C'est son 3e long métrage. Souvenez-vous, son court-métrage, Henri, s'était rendu aux Oscars en 2013. Certainement. Donc, réalisateur, bien sûr, qui a été comédien. Et c'est un scénario de Stéphanie Lapointe, gagnante de Star Academy en 2004, qui a des romans jeunesse. Donc, elle signe ce texte-là. Et l'héroïne s'appelle Fanny, comme le titre du film, finalement. Fanny a 16 ans et quand elle avait 4 ans, sa maman est morte. Mais on ne sait bien peu de choses. C'est la première fois que je vois des photos de ma famille. J'en avais pas. Sérieux? Je regarde la même photo de ma mère depuis que je suis petite. Laurette Fortier, la fille qui a envahi ça, c'est qui? C'est la soeur de ta mère. Je comprends pas, je pensais qu'il y avait juste ses parents puis qu'ils sont morts. Je le sais que tu me mens. Je te jure, là, peu importe c'est quoi, moi je vais trouver. Tu vois ça partir de même de chez vous? Tu comprends que je peux pas te révéler tous les secrets de la place juste de même. Donc, on comprend qu'elle va partir à la chasse de ses origines. Exact. Les secrets de famille, elle veut les déterrer, elle veut comprendre, elle veut dénouer l'impasse. Et donc, elle va retrouver la sœur de sa mère, qui est jouée par Magali Lépine-Blondeau. Pendant ce temps, son père, qui en a caché des grands bouts, est très, très occupé par son travail. Il est dans un voyage à l'étranger, au Japon. Donc, ça laisse finalement toutes les possibilités. Puis, elle va se rendre dans le Bas-Saint-Laurent, où se trouve ce qui reste de la famille de sa maman. Donc, alors, on parlait de foule d'aventures, de tenter de reconstruire le puzzle. Et Jan Englund, il faut le dire, il a cette agilité de mettre en scène des ados. Dans le film 1,54, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est en 2016. Il y a aussi le film Sam, ça c'est en 2021. Il a cette façon de... Parce que des acteurs ados, évidemment, ont énormément de talent, mais parfois la ligne est mince. Et là, on retrouve justement ce corps-là, cette capacité d'y croire. Puis ça va au-delà du film d'ado. Je dirais que moi, en tant qu'adulte, j'étais très, très touchée parce que je me suis retrouvée avec bien souvent les yeux embués. On parle de relations, parents-ados, aussi d'amitié, mais de deuil. Et le paysage. Le paysage est un personnage dans ce film-là. On parlait du Bas-Saint-Laurent, donc vous allez retrouver la beauté de Kamouraska, Métis-sur-Mer et Rimouski. Ça a été tourné l'été passé, justement, là-bas. Alors, et la jeune actrice qui personnifie Fanny s'appelle Milia Corbeil-Gauvreau. C'est la première fois qu'elle porte un si grand rôle et ça marche vraiment, surtout avec Éric Bruno qui joue son papa. Alors, allez voir ça. Ça sort en salle aujourd'hui. Puis, allez-y avec vos ados, vraiment. Fanny, de Jan Englund. Donc, conseil d'y aller en famille ou avec vos ados si vous en avez. Et une exposition maintenant qui met en vedette une pratique artistique autochtone, le perlage. Vous nous expliquerez peut-être c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu de telles choses. C'est présenté au Centre Phi dans le Vieux-Montréal. D'abord, c'est ça, le perlage, ça consiste en quoi? En fait, ce sont de petites perles enfilées, soit sur tissu ou sur matière. Et c'est vraiment l'une des formes d'art autochtones les plus importantes aussi. Là, ça fait vraiment partie des techniques ancestrales. Et là, c'est le travail d'une décennie de Nico Williams. Lui, c'est un gars de 36 ans, fait partie des artistes contemporains autochtones les plus en vogue. Il est né à Sarnia, en Ontario. Il est membre de la Première Nation Anishinaabe et il a une maîtrise des beaux-arts à l'Université Concordia. Alors, et c'est la première exposition d'envergure qui le concerne. Moi, j'avais déjà vu son travail dans d'autres expos. Et quand je dis, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Si jamais, là, évidemment, on parle de ça, mais allez voir sur nicowilliams.com parce que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. En fait, je dirais que c'est du perlage, mais sur objets contemporains. Comme la toute première œuvre, là, quand on rentre, ce sont 3 chaises de camping
ligne sur laquelle on a installé des millions de petites perles aux couleurs, chacune d'entre elles, d'un drapeau. Donc, drapeau du Québec, drapeau du Canada, drapeau des États-Unis. Mais Mathieu, quel symbole en ce moment. Honnêtement, j'ai pas vu les œuvres en vrai, mais j'ai vu les photos et sur son site Internet, vous pouvez aller les voir. C'est vraiment impressionnant et on ne peut qu'imaginer le temps que ça prend pour enfiler toutes ces petites perles pour arriver à des objets qui sont vraiment très, très proches de la réalité. Oui, puis en réalité, ça, comme celle dont je vous parle, les 3 chaises, l'espèce de truelle, surtout que là, on est dans un contexte de guerre commerciale au lendemain des élections. Ça a pris 1 an, plus d'1 an. Il a fait ça à son atelier ici à Montréal. Alors, il offre vraiment un regard critique aussi sur la consommation. Vous allez voir un sac Ikea tout fait en perlage, aussi des cartes de bingo, d'où le nom de l'exposition. Ça s'appelle Bingo Nico Williams. Donc, vraiment, cette idée-là, d'avoir cet esthétisme, mais aussi la brillance que va créer la perle, va vraiment donner une richesse à ses œuvres. Alors, si jamais ça vous dit, c'est chez Phi, sur la rue Saint-Jean. Et d'ailleurs, Phi a adopté récemment ce qu'on appelle une billetterie à paliers ou une billetterie inclusive. Donc, vous avez différents paliers d'entrée de prix. Ça peut être un prix doux à 10 $ ou prix supporter qui est un peu plus élevé. Alors, voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai comme vous dire, scotché pendant de nombreuses minutes sur chacune de ses œuvres. Nico Williams, si vous n'avez pas la chance de vous déplacer, allez sur son site Internet et allez regarder ces photos-là. C'est vraiment impressionnant, son travail. Musique maintenant, le groupe montréalais Arcade Fire qui lance un 7e album aujourd'hui même. Oui, et c'est un groupe tant aimé, mais on doit dire la vérité. Il y a quand même un tiraillement auprès des fans, auprès de ceux qui ont beaucoup, beaucoup apprécié le groupe. Pourquoi? Souvenez-vous, là, je vous ramène il y a 2 ans et demi, le site Pitchfork avait révélé que Will Butler, le leader, le chanteur, avait eu des comportements inappropriés. Ce sont des allégations d'inconduite sexuelle. Alors, évidemment, ça a causé une image qui est ternie, ça a déçu les fans parce qu'on les adulait vraiment beaucoup. Or là, après ça dépend où vous vous situez par rapport à tout ça dans votre échelle de valeur. Il y en a qui se sentent vraiment interpellés, d'autres qui continuent. Puis c'est un peu la raison pour laquelle ce matin, je me dis, tiens, on va parler quand même de la musique parce que ça fait partie de ce qui sort aujourd'hui. L'album s'appelle Pink Elephant. Je dirais que pour la chanson Year of the Snake, c'est la 3e de l'album, c'est vraiment tout ce que j'aime d'Arcade Fire. Un groupe aussi qui a attiré, disons, la lumière ou les yeux de plusieurs personnes sur la scène musicale montréalaise. Totalement. Puis je dirais que surtout cette chanson-là fait référence à des nouveaux départs, des changements. Puis vous avez entendu la voix de Régine Chassagne, qui est dans le groupe, mais qui est aussi sa conjointe. Puis il y a une symbolique là-dedans, des changements, l'arrivée des changements. Je dirais que ça ouvre avec un synthétiseur un peu puissant, assez assourdissant. Ensuite, on est dans le rock pulsatile. Il y a même des touches très électro. Moi, ça me faisait penser à du Prodigy, des fois, un groupe britannique. Alors, et je vais vous faire entendre la chanson de titre, la magnifique Pink Elephant. Un gros merci, Julie Jasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi aussi. On remet ça la semaine prochaine. Je vous dis merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. iSaute, c'est amusant, exaltant, surprenant. Viens faire un saut et plonge dans une journée remplie de rebondissements pour tous les âges. iSaute, bien plus qu'un simple parc de trampoline.